Donc, je m'appelle Anne Rumin et je suis doctorante en théorie politique. Je travaille donc sur cette notion d'effondrement, notion qui est de plus en plus médiatique, notamment grâce à l'essor de la collapsologie. La collapsologie qui, dans son projet initial, se voulait une science de l'effondrement. Je ne suis donc pas du tout une experte de la question de la jeunesse. Ce n'est pas le cœur de mes travaux. Mais si mon intervention s'intitule cependant être jeune dans un monde qui se meurt, c'est parce que j'avais assisté à une conférence et à la fin de la conférence, une question avait été posée et c'était « Qu'est-ce qu'être jeune dans un monde qui se meurt ?» Et j'avais été marquée par l'incroyable difficulté de cette question. Pourquoi c'est une question difficile ? On pourrait penser que c'est une question qui est dure parce qu'il y a une charge émotionnelle derrière ce seul mot-là de mort, l'idée d'un monde qui se meurt, et parce qu'il y a une espèce de contradiction un peu tragique avec le terme jeune. Donc ça rend la question un peu douloureuse. Mais je crois que la véritable difficulté de cette question, elle réside dans la définition des termes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'être jeune, tout court ? Qu'est-ce que c'est que cette notion-là de jeune et qu'est-ce que c'est que cette notion de monde ? Et donc en guise d'introduction, je voudrais vous partager mes interrogations sur deux concepts que je trouve particulièrement difficiles. Alors, avant de comprendre ce que c'est que d'être jeune dans un monde qui se meurt, qu'est-ce que c'est tout court que d'être jeune ? On a envie de caractériser la jeunesse en utilisant le critère d'âge. C'est ce qui nous vient à l'esprit le plus rapidement. Dans les imaginaires communs, être jeune, c'est être au début de sa vie, ne pas être âgé. Par exemple, avoir une carte jeune à la SNCF, c'est avoir entre 12 et 25 ans. Bon. Mais alors, selon quels critères on décide que, passé 25 ans, on bascule d'un âge jeune à un âge ou adulte ou vieux ? Il y a quelque chose de très arbitraire là-dedans. Donc, on se rend compte que déjà, cette notion de jeunesse, elle est un peu compliquée. Du coup, quand on essaye de donner un peu une définition à la jeunesse, on va avoir tendance à opposer cette catégorie jeune à d'autres âges, comme par exemple l'âge adulte. Et dans les imaginaires communs, donc ça c'est une idée qui ne vient pas de moi, mais de Lucie Bargel, dans les imaginaires communs, l'âge adulte, qu'est-ce que c'est ? C'est avoir un métier, éventuellement des diplômes, au moins une formation professionnelle achevée. L'âge adulte, c'est avoir un logement, éventuellement une situation matrimoniale stable. C'est-à-dire que l'âge adulte, c'est une forme de stabilité, là où la jeunesse, ce serait être en construction, ne pas encore avoir tout achevé, tout atteint. La jeunesse, c'est connoté avec une forme d'instabilité. Mais cette définition pose problème également, parce que on se rend compte qu'avec cette définition-là, la jeunesse va très vite être associée au statut étudiant. Par exemple, un jeune travailleur qui a moins de 20 ans, qui a une formation professionnelle achevée, qui répond à tous ces critères de l'âge adulte, est-ce qu'il cesse d'être jeune ? Non. Donc, on voit comme elle est compliquée, cette notion de être jeune, tout court. Mais même si cette catégorie ne va pas de soi, on se rend compte qu'elle existe finalement très concrètement dans notre quotidien. Les réductions qui visent un public spécialement jeune. Les organisations politiques, les partis politiques ont des organisations dédiées aux jeunes. Donc c'est qu'il y a quand même une réalité de cette catégorie quelque part. On pourrait penser même finalement que dans cette volonté-là d'encadrement de la jeunesse, de définition de la jeunesse, finalement il y a une forme d'institutionnalisation progressive des âges de la vie, d'encadrement des âges de la vie. Bon. Donc voilà, une première notion qui m'interroge, au-delà même de la question de l'effondrement, c'est qu'est-ce qu'être jeune, Qu'est-ce que c'est que cette jeunesse-là ? La seconde notion qui me pose question, c'est cette notion de monde. Quand on parle d'un monde qui se meurt, de quoi parle-t-on au juste ? Est-ce qu'on parle de l'ensemble du globe ? Est-ce qu'on parle du monde physique, de la biodiversité ? Est-ce qu'on parle des organisations sociales, politiques, des hommes qui s'organisent dans cet environnement ? Qu'est-ce qui se meurt au juste dans ce monde-là ? En fait, dans cette notion de monde, il y a vraiment l'idée d'une globalité, d'un grand tout. Et je crois que cette façon de penser, en mobilisant des globalités, c'est une façon de penser qui est très encouragée par l'actuelle collapsologie et par cette notion d'effondrement. Ce que je crois, moi, c'est que si on veut comprendre réellement ce qui se meurt ou ce qui pourrait se mourir dans notre monde, il nous faut au contraire faire des distinctions. C'est-à-dire que
il va falloir, dans notre discussion, faire la distinction entre un effondrement environnemental, un monde environnemental qui se meurt, un effondrement financier, économique, un effondrement politique. Parce que c'est comme ça qu'on pourra peut-être comprendre ce qu'il nous faut essayer de sauver et ce qu'il faut peut-être renoncer à sauver. C'est une simple proposition. Donc voilà, des définitions qui sont un peu compliquées, qui reprennent cette question qui avait été posée, qu'est-ce qu'être jeune dans un monde qui se meurt, et un double objectif donc de mon exposé. Premièrement, essayer de réinscrire, on va dire, de définir cette notion de collapsologie, cette notion d'effondrement, et de réinscrire ces notions dans leur héritage théorique. Parce que finalement, si la collapsologie est très médiatique en ce moment, elle n'a pas inventé ce motif d'effondrement. Et je crois qu'à partir de ces définitions, on pourra essayer de comprendre la spécificité d'être au début de sa vie, à un moment, à une époque où les désastres écologiques se précisent. C'est en tout cas ce que je vais essayer de faire avec vous. Alors, donc cette notion d'effondrement, elle est très relayée par la collapsologie. Le terme, il a été créé en 2015 par Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans un livre qui a été vendu, je crois, à plus de 80 000 exemplaires et qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer ». La collapsologie, elle se définit comme une science de l'effondrement, ou plus exactement comme l'exercice transdisciplinaire d'étude de l'effondrement de notre société thermo-industrielle et de ce qui pourrait lui succéder. L'effondrement en lui-même, en tout cas la définition qui est employée par les collapsologues, c'est la définition d'Yves Cochet. C'est l'idée, la définition dit que c'est le processus à l'issue duquel l'accès aux besoins de base n'est plus fourni à une majorité des populations par des services encadrés par la loi. Bon, si on pose ça, quel est le scénario, quelle est l'idée ? L'idée, c'est qu'il y aurait finalement une forme de processus de désinstitution, processus qui trouverait son origine dans la catastrophe écologique, dans un effondrement environnemental. Mais cet effondrement-là serait très profondément lié à d'autres secteurs, puisqu'on serait dans un monde systémique, dans un système systémique. Et donc, effondrement environnemental qui va s'étendre à d'autres domaines, le politique, le financier, etc., etc. Et donc, c'est effectivement tout qui peut s'effondrer. Ça, c'est le scénario, on va dire, enfin l'hypothèse collapsologique. Mais ce constat global, cette idée d'un tout qui s'effondre, ça a vraiment attisé des critiques contre la collapsologie, avec cette idée qu'elle est dépolitisante, à savoir ce que je vous disais en introduction. On va avoir le sentiment que notre système productiviste, capitaliste, va s'effondrer de lui-même parce que la nature l'a décidé. C'est une idée notamment de Jean-Baptiste Fressoz. Et donc, du coup, cet effondrement contre lequel on voudrait lutter, cet effondrement environnemental contre lequel on voudrait lutter, on a le sentiment que, quelque part, c'est lui qui va nous permettre de renverser un système qui, en fonction des sensibilités politiques, on peut avoir envie de renverser. En d'autres termes, ce serait dépolitisant. Plus besoin de lutter, tout va se casser la gueule. L'effondrement, finalement, va se substituer au motif de la révolution, quelque part. Bon. Ça, c'est donc le discours de la collapsologie. C'est cette notion d'effondrement. Et en fait, il y a un vrai succès, il y a un vrai essor autour de cette notion. Donc, je vous ai dit comment tout peut s'effondrer, c'est plus de 80 000 exemplaires vendus. Il y a des groupes sur Facebook de collapsologie qui sont créés, qui vont atteindre jusqu'à 23 000 membres. Et la collapsologie va être relayée dans les médias, que ce soit sur TF1, C8. Enfin, c'est vraiment un discours qui va rencontrer son public. Et finalement, ça peut être considéré comme un petit peu étonnant, parce que la collapsologie n'a pas découvert l'effondrement environnemental, elle n'a pas découvert le dérèglement climatique. Elle n'a pas non plus inventé ce motif d'effondrement. Plus encore, et c'est ce qui va m'intéresser maintenant, la collapsologie s'inscrit dans un héritage théorique philosophique qui lui préexiste très largement. Cet héritage, c'est un héritage catastrophiste. Alors, qu'est-ce que le catastrophisme ? Quand on pense catastrophisme, on a tôt fait
parce qu'il y a ce terme, c'est cette idée-là de catastrophe, et du coup on a tôt fait de l'associer à l'idée d'une apocalypse, et de dire le catastrophisme, c'est un renouveau des millénaristes. Ce n'est pas le cas. Il y a une spécificité très importante du catastrophisme écologique et de la catastrophe écologique globale. C'est que ce catastrophisme dont nous parlons, la catastrophe écologique globale, nous apprend que l'humanité a bien une capacité autodestructrice qui ne relève d'aucune volonté divine. C'est-à-dire que nous allons découvrir avec la catastrophe écologique globale que, très concrètement, nous ne sommes pas maîtres et possesseurs de la nature, comme le disait Descartes, mais que cette nature dont on a voulu s'extraire est vulnérable, et que l'humanité, partie intégrante de cette nature, l'est aussi. Et tout cela est très concret, tout cela est très matériel. Voilà la spécificité de la catastrophe écologique globale, c'est-à-dire que la possibilité non pas de la fin du monde, mais d'une fin de ce que nous connaissons, c'est quelque chose de possible, quoi, de marqué dans le réel. Bon. C'est donc dans ce discours que s'inscrit la collapsologie. Et elle va développer des motifs qui appartiennent au catastrophisme, à savoir une pensée des limites, une pensée de la juste mesure pour faire face à la démesure avec laquelle on fait usage de la technique sur notre environnement. Donc une pensée des limites, une pensée anti-technologique, si vous voulez. Mais il y a un renouveau dans la collapsologie. Il y a une forme de réactualisation qui va déformer ce discours catastrophisme. Et il est, je crois, cette spécificité, elle est dans le sentiment d'urgence. Vraiment, la collapsologie va déplacer temporellement la perspective d'une catastrophe pour l'inscrire réellement dans notre présent. Je vais développer un petit peu cette idée si vous voulez bien. Et c'est comme ça qu'on va arriver à la question des jeunes. Le sous-titre de Comment tout peut s'effondrer, c'est « Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes ». Générations présentes, moi, ça m'a rappelé les générations futures de Hans Jonas. Hans Jonas, dans les années en 1979, a publié le principe responsabilité. Et dans son principe responsabilité, il nous appelait à reconsidérer l'usage qu'on avait de la technique sur notre environnement et à refonder notre éthique autour de ce concept de responsabilité-là. Et il en allait pour lui de l'avenir des générations futures. Mais on était dans les années 80. Et c'est d'ailleurs à partir de Hans Jonas et de ce principe-là de responsabilité et d'attention aux générations futures que s'est développé le principe de précaution et plus tard le développement durable, etc. Dans les années 80, ce que dit la collapsologie, en revendiquant d'ailleurs très ouvertement son héritage catastrophiste, l'influence de Hans Jonas, et en disant « mais c'est plus dans le futur, c'est les générations présentes », elle dit qu'il est trop tard pour le développement durable. Elle dit qu'il est trop tard pour cette seule idée de durée. Si dans les années 80, on pouvait envisager de durer, maintenant, il est temps de s'effondrer. C'est ça l'idée de la collapsologie, c'est dire nous sommes aujourd'hui les générations dont parlait Hans Jonas. Et donc là, il y a une réactualisation parce qu'il y a une urgence absolue qui est un peu soulignée par la collapsologie. Et c'est là où on va arriver petit à petit à la question de la jeunesse, finalement. Avec cette idée aussi très, très intéressante, il faut que je fasse attention au temps, car j'ai tendance à... Voilà. Idée très intéressante qui est qu'avec Hans Jonas, on a découvert qu'il y avait une forme de dette inversée, pour reprendre une idée de Frédéric Gros. C'est-à-dire que ce ne sont pas les générations à venir qui ont une dette envers les générations précédentes, comme par exemple, en tant qu'enfant, on peut avoir une dette pour son parent parce qu'ils nous ont élevés, etc. Mais c'est le contraire, c'est-à-dire que ce sont les générations d'avant qui sont responsables, qui ont une dette envers les générations à venir, parce qu'on lègue à ces générations-là un environnement qui est dégradé. Et le constat qui est fait par la collapsologie, c'est que la dette est terrible. C'est ça un peu l'idée, on va dire, de l'effondrement et de la collapsologie. Donc on comprend qu'être jeune dans un monde qui se meurt, c'est être jeune face à un environnement qui se meurt. Un monde qui atteint des limites physiques, la limite de ses ressources physiques. Mais ça, ce n'est pas encore complètement spécifique à la jeunesse.
je pense que si l'on veut vraiment comprendre la spécificité de ce qu'il y a à être jeune dans notre monde, il nous faut interroger le lien entre l'environnement, la destruction de l'environnement, la destruction du vivant, nos organisations politiques et nos représentations politiques de l'humain. Et c'est là, je crois, où on va vraiment comprendre la spécificité de la jeunesse. Alors, il se pourrait que la première victime de l'effondrement, ce soit nos démocraties. L'effondrement remet en cause nos démocraties, à la fois dans ses procédures, dans ses mécanismes et dans son projet substantiel. Pourquoi la démocratie est-elle vulnérable face à l'effondrement ? Premièrement, parce que le temps de la procédure démocratique n'a pas l'air est trop long, il n'a pas l'air adaptable aux situations d'urgence, aux crises, par exemple, à une pénurie énergétique, au manque de ressources. Et donc, mises dans cette urgence-là, les procédures de la démocratie, qui doivent permettre qu'elle fonctionne bien et que des idéaux démocratiques soient défendus, ces procédures-là se révéleraient faillibles. En conséquent, on pourrait se trouver dans une situation d'extrême urgence comme dans un effondrement, à devoir faire face à une mise en compétition des idéaux politiques. Typiquement, après les attentats de Paris, on a vu des discours qui prônaient un idéal de sécurité et d'autres un idéal de liberté. Et on avait ce sentiment que finalement l'un et l'autre n'étaient plus conciliables. Et bien, avec un effondrement, avec des catastrophes écologiques, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une mise en compétition des valeurs politiques et laquelle allons-nous défendre finalement ? Ce choix-là, extrêmement douloureux, c'est un choix que la jeunesse va devoir faire, puisque c'est la jeunesse qui est présente pendant cet effondrement-là. Mais plus encore, pourquoi la démocratie est si vulnérable face aux catastrophes écologiques ? Parce qu'elle s'est développée avec un projet et avec un imaginaire qui est à la fois hors sol et hors temps. C'est-à-dire que l'idéal de la démocratie, c'est un idéal de libre arbitre, c'est un idéal de nous avons une capacité à faire des choix. Mais on a oublié que notre capacité à faire des choix est très dépendante de ressources matérielles, de limites physiques. Et en conséquent, on a oublié de se poser la question du quand. Quand est-ce que nous allons atteindre ces limites physiques qui feront que nous n'aurons plus cette même liberté, cette même diversité de choix possibles ? C'est clair ? D'accord. Donc du coup, cet imaginaire qui a été le nôtre, qui a été très largement répandu, c'est un imaginaire du progrès, d'un temps continu, d'un temps de la durée, quelque chose sans fin. La perspective d'un effondrement nous fait atterrir, en quelque sorte, et nous dit non, il y a des fins, on n'aura pas tout le temps le choix de tout. Et non seulement on n'aura pas tout le temps le choix de tout, mais c'est maintenant qu'on n'a plus le choix de tout. Et donc être jeune, être au début de sa vie, à ce moment-là, c'est arriver et être face au désenchantement des promesses de la démocratie. C'est dire, mais tiens, mes parents qui ont grandi dans un imaginaire de progrès, de croissance, qui ont le temps, mais moi, pas moi, je n'ai plus ce temps-là, je n'ai plus ce choix-là. Et c'est encore plus grave. Mais je sais que faut que j'aille plus vite. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave parce que, pour Hans Jonas, ce qui définit notre humanité, c'est que nous sommes là, l'humanité est, mais encore plus, l'humanité a à être. C'est-à-dire que nous ne sommes humains que s'il y a d'autres humains à venir. Et si on veut que notre humanité reste un peu digne et donc un peu humaine, il faut que les conditions d'existence des générations à venir soient les mêmes que celles des générations passées. Et il faut que dans ces conditions d'existence, notre liberté soit intacte. Qu'est-ce que c'est que la liberté, selon Hans Jonas ? C'est notre capacité, c'est pas faire des choix au quotidien pour moi-même, mais c'est notre capacité, collectivement, à rouvrir constamment le champ des possibles. C'est-à-dire ne jamais s'engager sur une trajectoire unique qui fermerait la voie à d'autres trajectoires possibles, à des alternatives. Or, avec l'effondrement, avec cette restriction du champ des possibles, ce à quoi on assiste, en tout cas le sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule trajectoire, celle de l'autonomisation de la technique ou celle d'un effondrement.
qu'est-ce que ça veut dire si on suit le raisonnement d'Ancionas? Ça veut dire qu'être jeune, avoir, je ne sais pas, moins de 20 ans, quelque chose comme ça, à notre époque, et ne plus avoir le choix, ne plus pouvoir réinventer le monde comme on en a envie, quoi, c'est avoir perdu quelque part un peu de sa liberté et donc de son humanité. Et c'est être au quotidien, là c'est une digression que je me permets, mais c'est être au quotidien face à des choix qui ne sont pas une expression de notre liberté collective. Typiquement, après les événements en Australie, il y a eu un choix terrible à faire. Ce choix, c'était tuons-nous des milliers de dromadaires par hélicoptère ou laissons-nous ces dromadaires détruire, parce qu'ils sont assoiffés, qu'ils cherchent de l'eau, les lieux de vie de populations aborigènes, populations qui sont déjà fragilisées. Ça, c'est un choix qui, pour moi, est très révélateur de la logique de l'effondrement. Parce que c'est un choix que je ne veux pas faire. C'est un choix que nous ne voulons pas faire. C'est un choix qui ne porte pas sur le désirable, mais sur le moins pire. L'effondrement, c'est ça. C'est cette restriction du champ des possibles. Et ce genre de choix politique, c'est la jeunesse qui va devoir les faire. Ce genre de situation s'adresse à la jeunesse. Et ça, c'est d'une injustice terrible. Ça peut nourrir légitimement un sentiment de colère. Bon. Donc voilà, être jeune dans un monde qui se meurt et d'avoir être au début de sa vie dans ce monde-là, c'est assister à un environnement qui se meurt, c'est assister au désenchantement des idéaux démocratiques et c'est assister quelque part à une forme de confiscation de notre humanité. Et avec ce sentiment que ce sont d'autres que nous qui nous confisquons, qui ont confisqué cette humanité. Mais ce n'est pas que ça, je crois, qu'être jeune dans un monde qui se meurt, sinon ce serait absolument terrible. Parce qu'au-delà de ce sentiment d'injustice, je crois qu'il y a une responsabilité qui peut amener beaucoup de joie, responsabilité immense des jeunes, qui est de rouvrir le champ des possibles, de remettre du désirable et de la lutte. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler maintenant. Qu'est-ce que c'est concrètement que de vivre ce que je viens d'essayer de décrire un petit peu sur la restriction du champ des possibles, etc. Qu'est-ce que c'est concrètement d'être jeune dans ce monde-là? Je suis allée poser la question à des militants qui ont en l'occurrence moins de 20 ans, militants dans des mouvements de désobéissance civile. Et je leur ai demandé de me décrire concrètement leur vie, quoi. Ce qu'ils m'ont décrit, ce sont des ruptures. Ruptures dans les projets d'avenir. Des gens qui renoncent à leurs études, par exemple. Rupture au sein des familles, quand des jeunes vont faire des choix qui déplaisent à leurs parents, par exemple. Ce sont des ruptures qui peuvent s'accompagner d'émotions très fortes. Par exemple, un jeune qu'on va appeler Martin m'a décrit ce processus. Il m'a dit « Être jeune avec cette conscience-là, ça a été plusieurs passages. J'ai été vraiment en colère contre les générations d'avant. Franchement, ça se sait depuis longtemps. Et les gens auraient pu agir avant, avec un peu de volonté. Mais c'est pas tellement ça qui m'impacte le plus. C'est le fait que ça arrive dans le passage à l'âge adulte et la construction de soi. On ne se projette dans quelque chose de totalement différent que les générations passées, ou on ne se projette pas dans mon cas. J'ai appris à arrêter de me projeter. C'est pas que je prévois rien, mais je fais les choses à la semaine, au mois. Je ne me dis pas dans 3 ans j'aurai un master. J'avance au fil des jours et de comment je me sens, de ce que j'ai envie de faire, mais toujours avec cette musique de fond qui me dit « voilà la réalité ». Qu'est-ce qu'on décèle là-dedans? Je crois qu'on décèle dans ce témoignage quelque chose comme en germe, qui pourrait être un conflit générationnel. Ce qui serait assez, ce qui est assez problématique quand même. Enfin, qui est intéressant, quoi, cette idée d'un conflit générationnel possible. Et je crois qu'on le voit aussi, cette forme de conflit générationnel peut-être, autour de cette expression assez à la mode du « OK boomer ». Qu'est-ce que ça veut dire « OK boomer » ? Ça veut dire, c'est une façon de dénoncer un discours qui va sembler marqué par un imaginaire politique qui est daté. Et finalement, dire « OK boomer », c'est dire arrête de parler, on t'a trop entendu. Et tu parles depuis un imaginaire qui ne correspond en rien à ma réalité. Donc là, on pourrait penser qu'il y a quelque chose un peu d'un conflit générationnel avec, d'un autre côté, des adultes, entre guillemets, qui vont souvent, souvent non, mais qui peuvent parfois tenter de discréditer l'engagement politique des jeunes. Donc, d'un côté, des jeunes qui disent « OK boomer »,
et de l'autre des vieux, entre guillemets, qui vont ou dire que l'engagement politique des jeunes est une forme de récupération, de manipulation par des adultes, comme on a dit à Greta Thunberg qu'elle était manipulée, ou alors cet engagement, on va dire qu'il n'est pas fondé sur une expérience, qu'il y a une forme d'immaturité politique. Ou encore, on va essayer de rattacher, de ramener un engagement politique à un moment existentiel en disant non, mais ce sont des jeunes qui sont en crise d'adolescence. C'est quelque chose que vraiment on a pu entendre. Pourtant, c'est intéressant ce concept de crise d'adolescence, parce que qu'est-ce que c'est qu'une crise, si ce n'est un moment de déconstruction de ce qui a été présenté comme allant de soi pour essayer de construire autre chose. Au contraire, moi je trouve que ces jeunes à qui on dit oui mais c'est une idée parce que tu es dans une crise d'adolescence, ils devraient dire mais justement parce que je suis dans un moment de crise, vois le potentiel politique que je t'apporte. Bon. Au-delà de ce potentiel conflit, de la douleur qu'il y a à être jeune, on va dire, dans ce monde-là, j'ai demandé à ce dénommé Martin s'il avait eu le sentiment de devoir renoncer à des choses, en prenant conscience de l'urgence environnementale et climatique. Et il me dit, ce n'est pas un renoncement, c'est un changement de paradigme. Une fois que psychologiquement on a tout changé, on ne renonce plus. Tout ce qui est hyperconsommation, avant j'étais dans ce modèle de société-là, mais ce n'est pas un renoncement, plutôt un changement naturel vers quelque chose de plus cohérent. Je le vis vraiment comme une amélioration, pas une privation. Ce qu'on voit dans ce témoignage, c'est comment mon dénommé Martin, finalement, trouve du désirable dans ce qui aurait pu être présenté comme du regrettable. Et comment, au-delà de la colère, de la peine, etc., il y a un changement de paradigme qui permet, je crois, peut-être, de revivifier nos imaginations politiques. Et je crois que c'est ça l'apport formidable des jeunes, et on le voit dans les mobilisations de Youth for Climate, dans les mobilisations écologistes en ce moment, c'est vraiment de réveiller nos imaginaires politiques. Et en effet, je crois que c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment, c'est-à-dire que les jeunes, certains jeunes, sont en train d'essayer de se réapproprier le politique, et se réapproprient effectivement le politique. C'est ce qu'on voit dans le hockey boomer, c'est dire c'est à moi la parole, à moi la place. Et ils le font, ces jeunes-là, en tout cas, avec une forme peut-être de radicalité qui n'est pas nouvelle, mais qui revient au goût du jour. Par exemple, on a vu toutes les occupations, l'occupation récente de BlackRock, des choses comme ça, des actions de désobéissance civile, qui sont soutenues finalement. Il y a eu pas mal de tribunes de personnalités qui disaient, des scientifiques qui disaient, mais ces actions de désobéissance civile sont intéressantes. Moi, je trouve ça intéressant que des mouvements comme Youth for Climate, qui mettent l'accent sur une jeunesse, arrivent à ce degré de radicalité. C'est-à-dire qu'il y a une façon de faire politique qui est différente et une volonté très forte de se réapproprier le politique. Et à ce propos, j'avais trouvé donc une tribune de Libération qui s'appelait « Nous sommes fiers de cette jeunesse ». Et voilà ce que dit cette tribune. « Nous sommes fiers de cette jeunesse conséquente qui a décidé de prendre en main non seulement son avenir, mais l'avenir du vivant. Nous sommes fiers de cette jeunesse conséquente, cultivée et informée, qui vient nous sommer d'écouter les alertes du GIEC. Nous sommes fiers de cette jeunesse courageuse, qui fait face à des policiers lourdement armés, à des poursuites judiciaires toujours plus nombreuses, au mépris de toute une caste de puissants qui la traite comme une menace. Nous sommes fiers de cette jeunesse déterminée qui relève la tête et porte la tâche immense de réparer un monde dévasté. C'est dans cette jeunesse, qui ne se tient pas sage, peu importe son âge, que réside sans doute la plus grande sagesse. » Ce qui est intéressant dans cette tribune, c'est qu'on y trouve peut-être l'idée que être jeune dans un monde qui se meurt, c'est découvrir au début de sa vie que notre environnement est si dégradé que les conditions de possibilité de notre liberté sont attaquées. Mais que, face à cela, avec colère, avec peine, mais aussi avec beaucoup de joie, il s'agit non pas de renoncer avec nostalgie à des idéaux, mais de revendiquer d'autres idéaux, d'autres imaginaires, d'autres manières de faire, pour reconquérir et redéfinir notre humanité. Finalement, je crois qu'être jeune dans un environnement qui se meurt, dans un système et un imaginaire politique qui s'essoufflent, c'est travailler à revivifier le monde social, à revivifier nos interactions. Et je crois que c'est finalement là qu'on trouve une nouvelle cohérence globale à cette idée de jeunesse. Cohérence qui ne vient pas seulement de l'âge, comme le souligne cette tribune.
Et cette cohérence, finalement, de la jeunesse, enfin de cette catégorie du jeune, je crois qu'elle vient d'une conscience partagée de la destruction du vivant et d'une solidarité, d'une certaine fierté dans la lutte contre cette destruction et pour la réparation de ce monde. Et je crois que c'est ça, aujourd'hui, être jeune dans un monde qui se meurt, c'est être solidaire pour réparer ce monde-là.